voilà, efficace. Il doit être un mobilisateur des salariés. Il doit être un acteur du changement. Voilà, parce que l'entreprise est dynamique. Et enfin, il doit être un partenaire stratégique. Un partenaire stratégique. Voilà, donc pouvoir apporter quelque chose à l'entreprise. Voilà. Et donc, vous voyez que parmi ces missions-là, voilà, la première, c'est être un administrateur efficace. Et après, les autres missions-là, de toute façon, le volet de cette administration efficace-là. Et donc, pour continuer, n'est-ce pas, on nous dit que la gestion administrative du personnel constitue la base essentielle de la gestion des ressources humaines. Voilà. La base essentielle. On va parler de faire de gestion des ressources humaines sans, n'est-ce pas, faire d'abord une gestion administrative du personnel. Parce que cette gestion administrative du personnel la fournit au gestionnaire des ressources humaines les informations nécessaires à l'élaboration d'une bonne politique de gestion axée sur l'organisation et la planification. Donc, on ne peut pas parler de gestion prévisionnelle des ressources humaines, de planification des ressources humaines, de gestion stratégique des ressources humaines, de gestion à moyen et long terme, sans pour autant d'abord avoir une bonne base administrative en termes de gestion administrative du personnel. Et donc, le bon gestionnaire des ressources humaines, c'est celui qui avant tout, le tel tissu, et avant tout, un très bon administrateur. Voilà. Capable de gérer au quotidien, surtout en termes de tri. Parce que l'administration, c'est l'écrit. Voilà. Tout ce qu'on va faire. Il faut qu'il y ait une traçabilité, il y ait des traces. Voilà. Tout ce qu'on va dire, il faut que cela soit basé sur des traces, sur des preuves vérifiables, palpables, concrètes. Voilà. Par exemple, on regarde beaucoup l'absentéisme, bon, j'ai des éléments qui prouvent que bon, l'absentéisme, quand il dit que les gens s'absentent beaucoup là, il faut que je matérialise ça. Voilà. Par un document, par les écrits, voilà, qu'on peut transmettre. Et donc, pour cela, il faut être capable de monter les outils dont on a besoin pour la collecte d'informations et maîtriser le droit du travail. Voilà. Donc, c'est d'abord un bon administrateur qui est capable de recueillir les informations avec les outils qu'il faut, mais aussi qui est capable de se référer à la loi, qui est capable de se référer au droit dans la prise de décision. Une force doit pouvoir rester à la loi. On va faire de jurisprudence manuelle. Ok. Est-ce que c'est bon? Donc, pour atteindre nos objectifs, on aura un parcours en 4 chapitres, pardon. Dans le premier chapitre, on va parler du contexte juridique, de la recherche d'informations. Le deuxième chapitre sera relatif aux formalités d'embauche et à la période d'essai. Le troisième chapitre va nous amener à aborder les actes administratifs de gestion. Et enfin, dans le quatrième chapitre, on va
va parler de la gestion, de la fin du contrat et de l'accompagnement du salarié. On ne se marie pas une entreprise à vie. Voilà. Une entreprise, bon, quelque chose qui se passe, et puis après, on est amené un jour à partir pour une raison ou pour une autre. Est-ce que jusque-là, on est d'accord? Je suis clair. Votre ordinateur, il apprend HDMI ou VGA? Mon ordinateur? Oui. Non, HDMI. HDMI. D'accord, C'est bon. Tu as besoin de quoi? Bon, un câble HDMI, mais ça va. Ça va? Oui. D'accord. Donc voici les 4 chapitres. Nous serons amenés à toucher tout au long de cette formation. Ok? D'accord. Donc, dans le chapitre 1, on va parler du contexte juridique, de la fonction et de la recherche d'information. Donc, quand on parle de contexte juridique, ça veut dire quoi? Que la gestion administrative doit d'abord avoir une base légale. Voilà. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on doit faire, on doit pouvoir s'orienter, justifier par les textes législatifs, réglementaires. Ok? Et donc, il s'agit ici de pouvoir faire le lien entre le code du travail et la convention collective, de lister les sources de documentation indispensables, et puis, on acquérir une méthodologie de recherche d'informations afin de donner des réponses justes et fiables, et à la hiérarchie et aux travailleurs, autant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Ça va? Donc, on nous dit que la gestion administrative du personnel, c'est surtout l'application de l'ensemble des règles relatives au rapport entre l'employeur et les employés, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Voilà, parce que c'est vrai que on rentre dans l'entreprise, individuellement, chacun signe son contrat de travail. Et quand on est dans l'entreprise, on raison plus ou moins les intérêts des uns et des autres. Voilà, il peut y avoir des intérêts communs à défendre ensemble. Et donc, on parle de rapport dès lors qu'un individu se met à la disposition d'autrui pour lui offrir ses prestations de services contre
entre rémunération. Et donc, à partir du moment où il y a prestation de services contre rémunération et que ce rapport est commandé par l'idée de subordination de l'employé vis-à-vis de l'employeur, il y a contrat de travail. Et ce rapport-là, il faut dire qu'il se caractérise par l'inégalité entre l'employeur et l'employé. L'employeur demeure toujours le plus fort. On l'a dit. La loi dit que le chef d'entreprise a le pouvoir souverain, il a le pouvoir discrétionnaire de gérer son entreprise. Donc, il a le pouvoir de licencier, de diriger, de recruter, de diriger et de licencier. Mais en tenant compte de la législation, le pouvoir de faire, de recruter, de faire des promotions, des mutations, des récompenses, etc. Mais aussi, voilà, de rompre le contrat de travail, il veut comme il veut, mais cela doit se faire en respectant la loi. Ok? Et donc, c'est vrai qu'on nous dit que le droit du travail, c'est un droit qui est fait pour protéger l'employé, mais les prérogatives, les privilèges de l'employeur restent toujours très forts à travers les textes législatifs. Quand si le travailleur n'est pas d'accord, bon, il a ses voies de recours. Ok? Et donc, cela doit se faire en tenant compte de la loi, donc dans une gestion juridique. Et cette gestion juridique-là, quelle est sa base, quel est son fondement? Quelles sont les différentes bases, quels sont les différents fondements de la gestion juridique? Les rapports contractuels entre employeur et employé. Le droit? Non, plutôt le droit du travail. Voilà, qui est matérialisé par quoi? Qui se par le code du travail. Voilà. Au-delà du code du travail, bon, on a d'autres outils juridiques comme quoi? La convention collective, on a quoi encore? Le règlement intérieur, voilà. La politique de l'entreprise. Non, la politique de l'entreprise, c'est plutôt quoi? La gestion sociale. On a la gestion légale, on a la gestion sociale. Voilà. Donc, la politique de gestion des ressources humaines prend surtout dans la gestion sociale. La gestion légale, c'est ce que l'entreprise est obligée de faire. Voilà. La gestion sociale, bon, c'est ce qu'elle peut faire de manière facultative, voilà, dans le cadre de l'amélioration du bien-être des travailleurs. Ok. Donc d'abord le contexte juridique. Le contexte juridique. Le contexte juridique. Donc, ça va nous amener à parler du code du travail, de la convention collective, des relations entre le code du travail et la convention collective.
va tout ça, vous aurez le support. Donc, quand on est dans la gestion administrative du personnel, le premier outil dont on va disposer, c'est le code du travail. Le code du travail, voilà, c'est la boussole de la gestion des ressources humaines. Voilà. Tout ce qu'on doit faire en gestion des ressources humaines. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cela est conforme aux dispositions du code du travail. Donc le code du travail, voilà, c'est la boussole de la GRH. C'est quoi une boussole? Voilà, c'est un guide, c'est un outil d'orientation. Voilà. Donc, première des choses, dans le cadre de la gestion des ressources humaines en général, de la gestion administrative du personnel en particulier, la première des choses, c'est de disposer du travail. Et donc, on nous dit que le code du travail, c'est l'ensemble des textes législatifs et réglementaires en matière du droit du travail. Voilà, qui a permis une certaine amélioration de vie, des conditions de vie et de travail des salariés. Et le code du travail, il existe en deux parties. Voilà. On a la partie législative, qui émane donc de qui? De quel organe? De quelle institution? De l'Assemblée nationale aujourd'hui on a quel? Du Sénat. Voilà, parce qu'aujourd'hui on a deux chambres au niveau du Parlement. Voilà. Mais la dernière version du Code du travail dans sa partie législative date de 2015. Bon, en ce moment, on n'avait pas encore le Sénat. Donc, date du 20 juillet 2015, voilà, qui a été promulguée le 14 septembre de cette même année et qui est entré en vigueur le 18 septembre 2015. Lorsqu'une loi est promulguée, il faut attendre 3 jours francs, voilà, avant qu'elle soit applicable, avant qu'elle nous entre en vigueur. Voilà. Donc, on a le code du travail. Donc, dans sa partie législative, donc, il y a l'ensemble des lois qui sont votées par le Parlement relativement donc aux relations contractuelles, le travail entre employeur et employé. Voilà. Donc, quand on est dans la gestion administrative du personnel, lorsqu'on va prendre une décision, on va poser un acte, on va mener une action, on cherche d'abord à savoir que dit le code du travail. Donc la partie législative émane du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat. À côté de la partie législative, on a la partie réglementaire, voilà, qui est constituée par l'ensemble des décrets et ordonnances
voilà, qui sont prises par qui? Par le président de la République en matière sociale. Voilà. Donc, on parle de décret et ou d'ordonnance d'application. Voilà. On parle de décret, d'ordonnance d'application. Donc, quand on veut faire la gestion des actifs personnels, on doit trouver le code du travail et dans sa partie réglementaire et dans sa partie législative. Et maintenant, en fonction de ça, bon, comme on a dit, l'une des caractéristiques de la loi, c'est qu'elle est interprétative. Voilà. On comprend ce que dit la loi, ce que dit. Donc, c'est quoi une ordonnance? C'est une ordonnance de nom de la République. Une décision. On a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. C'est pas? On a en matière juridique, on a ce qu'on appelle la hiérarchie, n'est-ce pas, des normes. Quelle est la première norme dans un pays? La Constitution. Ensuite, on a la loi. Ensuite, on a les décrets. Puis les arrêts. Les arrêtés. La Constitution émane de qui? Du peuple. Voilà, qui vote par référendum. La loi, c'est qui? Qui donc? L'Assemblée nationale, Sénat. Les décrets, c'est qui? Voilà. Donc, la République, les arrêtés, c'est qui? Voilà, ça peut être le ministre, ça peut être le maire. Voilà. Des autorités centralisées ou décentralisées. Donc, un décret, une ordonnance, c'est un décret qui a force de loi. Voilà. C'est-à-dire que le président peut prendre un décret, voilà, qui devait être du pouvoir du Parlement, une décision qui normalement devait être votée à la loi, mais le président va prendre un décret, donc il sera une ordonnance. Voilà. Oui. Donc, vous allez voir dans la partie réglementaire les décrets d'application. Par exemple, dans le code du travail, on va vous dire que le contrat à durée déterminée à une durée maximale. Voilà. On ne peut pas excéder une certaine durée. Mais c'est dans le code du travail, dans la partie réglementaire, que vous allez voir avec un décret d'application. Bon, la durée là, c'est par exemple combien de temps? Le contrat de durée déterminée. C'est 2 ans. Pas excéder 2 ans. Voilà. Par exemple, le travailleur il a droit à un congé annuel. Ce congé peut être majoré en fonction de l'ancienneté. Donc, c'est dans le droit après un décret d'application. Maintenant, on dit bon, l'ancienneté à partir de telle période, c'est 2 jours. À partir de ces 2 jours supplémentaires,
jusqu'à tel nombre d'années, c'est 3 jours supplémentaires, etc., etc. Donc l'essentiel, c'est de disposer du code du travail, et puis bon, en fonction de ça maintenant, on s'oriente dans sa prise de décision quand on gère le personnel. Voilà. On prend pas les décisions selon en disant, bon, moi je pense que, selon moi, non. D'abord, selon le texte. Voilà. Selon le code du travail, dans son article, un paragraphe, voilà. Bon, voilà, appliquer la décision, sinon le fondement. En droit, en base, on parle de fondement juridique. Donc, quand on gère le personnel, voilà. Donc, il y a des décrets, la plupart des décrets datent en 2015 et appliqué en 1995 et appliqué en 1996. Voilà. Et donc, il y a certains textes qui n'ont pas encore les décrets d'application. Mais on dit quoi? Que les dispositions applicables sont toujours des dispositions favorables aux travailleurs. Alors, dans l'ancien code, le travailleur a droit à 2 jours par mois à 2 jours par mois de service. Voilà. Mais aujourd'hui, le nouveau code dit, bon, le travailleur a droit à 2,2 jours par mois de service. On n'a pas encore les décrets d'application qui ont été pris dans ce sens-là. Donc, on va faire 2,2 jours par mois de service. Voilà. Donc, à côté du code du travail, on a la convention collective. Donc, on dit quoi? La convention collective, c'est un accord relatif aux conditions de travail intervenu entre une collectivité de travailleurs et un ou plusieurs employeurs sous l'autorité de l'État. Voilà. Donc, la convention collective, on dit c'est une charte tripartite. Quand on dit tripartite, ça veut dire quoi? Il y a 3 parties. Qui sont qui? Le patronat, donc les employeurs, les employés et l'État. Voilà. Donc, dans la convention collective, les employeurs et les employés fixent les clauses qui vont régir leurs relations, et puis l'État va veiller à l'application sur le respect des droits et des obligations des uns et des autres. Voilà. Donc ce sont des accords qui sont conclus entre les différents partenaires sociaux qui permettent d'améliorer les conditions de travail et les avantages sociaux prévus par la loi. Voilà. Donc, l'établissement d'une convention collective doit tenir compte du code du travail. Voilà. Ok? Et la convention collective, on peut en avoir plusieurs types. On peut avoir les conventions collectives d'établissement. On peut avoir les conventions collectives d'entreprise. On peut avoir les conventions collectives de domaine sectoriel, c'est-à-dire des secteurs d'activité. On peut avoir par exemple une convention collective d'établissement, on a des entreprises, sinon des groupes d'entreprises qui sont dans plusieurs secteurs. C'est-à-dire un groupe d'entreprises peut être par exemple dans le BTP, être aussi dans la télécommunication, être dans le secteur des banques, etc. Et comme c'est un seul employeur, on va faire une convention d'établissement pour que les mêmes lois régissent et l'entreprise qui est dans le BTP, et l'entreprise qui est dans le secteur des banques, et l'entreprise par exemple qui est dans le secteur du commerce ou de la formation. Donc on va faire une convention collective. Voilà. Parce que c'est le même et ce employeur. On peut avoir des conventions collectives sectorielles.
calculer par exemple, bon, si quelqu'un est à la Société Générale, s'il a 5 ans d'ancienneté et qu'il passe à la BCC, les 5 ans d'ancienneté là, il conserve ça. Voilà. Un exemple. Donc, ou bien s'il est à la BCC, il va à la Générale, la catégorie qu'il avait acquise à la BCC, voilà. Même si l'emploi qu'il va occuper de l'autre côté est inférieur à ce qu'il occupait par ailleurs, il conserve toujours la même catégorie. Donc, on peut avoir des conventions collectives sectorielles, on peut avoir maintenant la convention collective interprofessionnelle qui se situe au niveau national. Mais les conventions collectives doivent tenir compte des conventions collectives supérieures. Et dans la convention collective d'établissement doit tenir compte des dispositions de la convention collective sectorielle. Il doit tenir compte de la convention collective interprofessionnelle. Donc quand on dit une convention collective, bon, je me suis posé la question de savoir est-ce que les dispositions qu'on va intégrer dans la convention collective là sont conformes ou non à la convention collective interprofessionnelle d'abord. Par exemple, la convention collective interprofessionnelle dit que le SMIC dans les entreprises industrielles commerciales, c'est combien? 75 000. On ne peut pas faire une convention collective sectorielle ou d'établissement pour dire que le salaire minimum interprofessionnel garanti dans notre secteur ou bien dans notre groupe sera de 74 000. On peut aller au-delà, mais on ne peut jamais descendre en deçà. Si la convention collective dit par exemple, bon, la journée de travail, la durée quotidienne ou la durée journalière du travail, c'est combien d'heures? C'est 8 heures par jour. Nous, on ne peut pas dire par exemple que bon, chez nous c'est 10 heures. Il y a quelqu'un qui posait cette question-là, il y a un avant-hier. Non. Sinon, on peut ramener la durée du travail journalier à l'heure groupe là, et on va amener ça de 8 heures, on fait passer ça de 8 heures à 10 heures. Sans que cela ne soit des heures supplémentaires. Nous, c'est une décision de la direction de prendre. Parce que c'est normal. S'il y a un texte législatif, ou un texte juridique sur lequel il peut se baser pour prendre la décision, il n'y a pas de problème, il va le soutenir ou il va l'argumenter avec ce texte-là. Mais s'il n'y a pas de texte, on ne peut pas dire que parce que la loi dit que dans les entreprises commerciales et industrielles, c'est 8 heures par jour. Si chez toi tu veux te passer à 10 heures, il faut que tu aies une base juridique. Voilà. Si tu n'as pas de base juridique, ce n'est pas la peine. Voilà, ça ne passera pas, ça sera considéré comme un abus. Et même là-bas, dit que ne peut pas obliger quelqu'un à faire des heures supplémentaires. Même si tu veux faire passer ça en heures supplémentaires, tu ne peux pas obliger les travailleurs à faire des heures supplémentaires. Donc, attention, quand on veut prendre des décisions, la question essentielle qu'on se pose, est-ce que c'est conforme à la loi? Il ne faut pas en abuser. C'est bon? Oui. Si la loi est nouvelle sur un sujet donné, que faire nous adresser d'abord à l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail, là, c'est son rôle qui est là. Il a un rôle de conseil. Donc, si vous êtes en face d'une situation, parce que s'il y a un problème là, c'est celui-là qui ça va arriver. Donc, la gestion, c'est aussi la prévention.
Voilà. Donc si vous êtes en face d'une situation que vous ne comprenez pas, qui vous dépasse, vous vous adressez à l'inspecteur du travail de votre, comment on va dire ça, à l'inspecteur du travail de votre collectivité, de la compétence territoriale de votre secteur. Voilà. Puis maintenant, il va vous dire, bon, par rapport à son expérience, par rapport à la jurisprudence, est-ce qu'il y a... Parce qu'il y a aussi le tribunal du travail qui prend certaines décisions. Voilà. Vous pouvez vous adresser au tribunal du travail. Pour voir est-ce que, bon, il y a une jurisprudence là-dessus, qui c'est... Voilà. Donc, l'essentiel, c'est de savoir où aller trouver l'information. De vous aider à avancer. L'inspecteur du travail, là, il n'est pas là seulement pour recevoir les plaintes des salariés. Et comme je l'ai dit, je le dis toujours, l'inspection du travail, là, ce n'est pas le commissariat des tant pis. Ou le premier arrivé a raison. Non. Quand vous arrivez là, il regarde les textes. Ou bien de par son expérience, ou de par les décisions de justice qu'il a eu à connaître, il peut vous orienter. Voilà. Parce que comme vous l'avez dit, effectivement, une situation peut être floue. Voilà. Elle peut avoir des insuffisances. Donc, on peut comprendre que souvent, l'avocat de l'employeur et l'avocat du travailleur, ils ont fait les mêmes écoles. Ils ont fait les devoirs, et puis chacun défend son client à partir des mêmes textes. Voilà. Non, ici, là, la Bible a fait que le texte, là, ça n'a pas ce sens-là. Si vous êtes en difficulté, vous approchez l'inspecteur du travail. Voilà. Et puis bon, il vous oriente par rapport à. L'inspecteur du travail n'est pas là pour régler les conflits. Donc, c'est un rôle de prévention. Donc, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne vous semble pas assez clair, vous vous adressez à lui. Voilà. Il va vous dire, bon, par rapport à ça, voilà ce que je vous conseille. Est-ce que c'est bon? Donc, rapport entre la convention collective et le code du travail. Donc, on dit qu'en tant que source du droit, les conventions collectives sont régies par les dispositions du code du travail. Voilà. Et donc, les dispositions de la convention collective ne doivent pas être contraires à celles du code du travail et les dispositions d'une convention collective doivent être plus favorables aux salariés. Donc, si on veut établir une convention collective, on doit voir déjà quels sont les avantages ou bien les dispositions applicables aux travailleurs dans ce sens-là. Donc la nouvelle disposition qu'on va prendre pour intégrer dans la convention collective, l'établissement sectoriel, etc., est-ce que c'est contraire ou est-ce que c'est favorable ou défavorable aux travailleurs? Le droit du travail, bon, c'est un droit qui est censé être fait pour favoriser le salarié. Donc, par exemple, la convention dit que le code du travail c'est 2 jours, le travail a droit à 2 jours par mois de service. Donc, on fait une convention collective pour dire bon, il a droit à 2,5 jours par mois de service. Voilà. Dans 3 jours par mois de service. C'est dans la montagne du Sahara. Voilà. Donc 45 jours de congé. Voilà.
Est-ce qu'on a des questions? On y va? Donc, autre document essentiel à la gestion administrative du travailleur personnel, c'est le registre d'employeur. Donc, qui est régi par l'article 92.3 du titre 4, section 4 du Code du travail relatif aux obligations des employeurs. Donc, c'est une obligation pour l'entreprise de disposer du registre d'employeur. Et donc, autant le Code du travail dans sa partie administrative que dans sa partie réglementaire, n'est-ce pas, fait mention du registre d'employeur. En tout cas, ça fait partie des obligations des employeurs. Parce que lorsque l'inspection dit qu'en selon certains registres d'employeurs doit être mis sans déplacement à la discussion du ministère du travail et de l'État social, conservé pendant les 5 ans suivant la dernière mention qui a été portée. Normalement, quand l'inspecteur du travail arrive dans votre entreprise, la première chose qu'il demande, c'est votre registre d'employeur. Voilà. Et donc, ce registre d'employeur-là, on nous dit qu'il est constitué de 3 fascicules. C'est 3 documents différents. Le vert et le jaune. Et donc, qui servent à collecter un certain nombre d'informations relatives au contrat, à l'ordre d'arrivée de l'effectif et à la carrière des travailleurs. Donc, c'est des registres que vous trouvez soit auprès de l'inspection du travail, de la direction du travail, ou même dans certaines librairies. Voilà. Quand l'inspecteur du travail arrive, la première chose qu'il demande, ce sont ces registres-là. On va vous demander ça pour voir. Est-ce que vous et donc, le premier fascicule, on dit quoi? C'est le fascicule personnel et contrat. Donc, il comprend les renseignements comprenant les personnes et le contrat de tous les travailleurs occupés dans l'entreprise. Et quel que soit le type de contrat, que ce soit un contrat de durée déterminée, contrat de durée déterminée, à temps partiel, travail temporaire, etc. Toutes les informations concernant les différents salariés, les différents travailleurs, doivent être contenues dans ce fascicule-là. Le deuxième fascicule, c'est le registre d'employeurs. Donc, il comprend 9 rubriques. Donc, avec un groupe feuillet qui s'étend, l'information va s'étendre sur 2 pages. Lorsque vous êtes dans la gestion administrative personnelle, vous devez chercher à disposer de ces registres-là. Soit auprès de l'inspection du travail, soit auprès. Aujourd'hui, on dit bon, on peut
ces registres-là, les mentions-là, on peut les numériser. Voilà. Les tableaux Excel, PowerPoint, mais avec les différentes mentions qui sont contenues. Donc, le nom, la date, la gauche, la catégorie, voilà. Et donc, le deuxième fascicule, il est surtout relatif au salaire et au congé. Donc, on va nous marquer les différents salaires, salaire de base, sous-salaire, les congés, les allocations de congés, etc., etc. Et enfin, le troisième fascicule, c'est le fascicule des observations et mise en demeure. Donc quand l'inspecteur arrive, c'est dans ce fascicule, quand il va faire son inspection, son contrôle là, c'est dans ce fascicule-là qu'il va faire ses remarques, ses observations et mise en demeure. C'est quoi une mise en demeure? Qu'est-ce que c'est qu'une mise en demeure? Oui? C'est quoi une mise en demeure? Attention, voilà. Pas de batterie. Donc on y va, c'est quoi une mise en demeure? C'est un avertissement, voilà. C'est un avertissement, c'est une injonction, c'est un ordre. Donc quand l'inspecteur vient et qu'il fait ses observations, s'il trouve que les choses ne sont pas assez correctes, ne sont pas assez bien faites, c'est dans ce fascicule-là qu'il va le mentionner. Voilà, il va vous mettre en demeure de corriger ou de prévenir le ou les dysfonctionnements qu'il aura constatés. Donc il faut pouvoir disposer